Bienvenue dans Tommy Lapoisse. La vérité dérange, mais la question libère. Je me pose la question, pourquoi la Côte d'Ivoire, qui produit à elle seule 45% du cacao mondial, est-elle un pays pauvre? Aujourd'hui, on remonte le temps. On raconte comment une nation qui avait tout s'est fait déposséder. Sans guerre, sans invasion. Juste avec des accords signés dans des bureaux à Washington. Premier acte, le miracle ivoirien. Nous sommes en 1960. La Côte d'Ivoire vient de gagner son indépendance. Le président Félix Houphouët-Boigny fait un pari économique. Il mise tout sur l'agriculture. Cacao, café, palmiers à huile, coton. Et ça marche. Vite. Très vite. En 1960, la Côte d'Ivoire produit environ 65 000 tonnes de cacao par an. En 1990, elle en produit 800 000 tonnes. En l'an 2000, 1 500 000 tonnes. Elle devient premier producteur mondial. Devant le Ghana, devant le Brésil, devant l'Indonésie. Le miracle ivoirien commence. Routes bitumées, hôpitaux modernes, universités, villes qui poussent comme des champignons. Abidjan devient la Manhattan de l'Afrique. Le produit intérieur brut ivoirien dépasse celui de la Chine dans les années 70. Oui, tu as bien entendu. La Côte d'Ivoire était plus riche que la Chine. Comment? Grâce à un outil simple mais puissant, la CAISTAB. Deuxième acte, la CAISTAB, institution de souveraineté. La CAISTAB, c'est la Caisse de stabilisation et de soutien des prix des productions agricoles, créée en 1962, 2 ans après l'indépendance. Son fonctionnement était simple. Chaque année, avant la campagne agricole, l'État ivoirien annonçait un prix garanti aux paysans. Par exemple, 400 francs CFA le kilo de cacao. Ce prix ne bougeait pas de toute la saison, peu importe ce qui se passait sur les marchés internationaux. Le paysan savait exactement combien il allait gagner. Il pouvait planifier, investir, épargner. Comment l'État finançait cette garantie? La CAISTAB achetait tout le cacao au prix garanti, puis elle le revendait sur les marchés internationaux, souvent plus cher. La différence était utilisée pour 3 choses. 1. Garantir le prix futur des paysans en cas de baisse des cours mondiaux. 2. Financer les infrastructures publiques. 3. Soutenir l'industrialisation. C'est comme ça que se sont construits nos hôpitaux, nos écoles, nos routes, la sucre ivoire de Ferké-Sédougou, les barrages de Kossou et de Buyo, les usines de Bouaké. Ce n'est pas la France qui nous a donné ces infrastructures, c'est le cacao ivoirien, contrôlé par la CAISTAB. Troisième acte, les scandales. Il faut être honnête, la CAISTAB avait aussi ses problèmes. Corruption, opacité, clientélisme politique. Le scandale le plus connu est l'affaire Fulton. Au début des années 90, on découvre qu'environ 100 milliards de francs CFA ont disparu des comptes de la CAISTAB, détournés, placés sur des comptes offshore, utilisés pour des projets personnels de dignitaires. L'opacité était réelle. Les comptes de la CAISTAB n'étaient pas publiés. Les décisions se prenaient dans le secret. Les dirigeants du régime bénéficiaient de largesses. Certains paysans étaient favorisés au détriment d'autres. Donc oui, la CAISTAB avait besoin de réformes. Plus de transparence, plus de démocratie, plus de contrôle citoyen. Mais est-ce qu'on l'a réformée? Non. On l'a démantelée, complètement, sur ordre exté. Quatrième acte, le démantèlement forcé. Nous sommes en 1999. La Côte d'Ivoire traverse une crise économique, baisse des cours mondiaux du cacao, endettement croissant. Le pays a besoin d'un prêt du Fonds monétaire international. Et le Fonds monétaire international pose ses conditions. C'est ce qu'on appelle un programme d'ajustement structurel. Traduction. Pour recevoir de l'argent, tu dois obéir à un ensemble de règles imposées de l'extérieur. Ces règles étaient les suivantes. Privatiser les entreprises publiques. Libéraliser la filière cacao. Démanteler la CAISTAB. Ouvrir totalement l'économie aux investisseurs étrangers. La Côte d'Ivoire n'avait pas le choix. Elle avait besoin de l'argent. Alors elle a signé. En 1999, la CAISTAB est officiellement démantelée. Fin du prix garanti, fin de la centralisation, fin de la régulation. Mais attention, il faut regarder les années juste avant. Entre 1995 et 1997, quelque chose de très intéressant s'est passé. Le Fonds monétaire international impose la privatisation des entreprises d'État agricoles. Un groupe privé ivoirien profite de ces privatisations. Ce groupe s'appelle SIFCA. Écoute bien la chronologie. 1995, SIFCA rachète Cosmivoire, l'entreprise publique d'huile de palme,
1997, Sifka rachète Palm Industries, qui devient Palm Sea. La même année, Sifka rachète Sodesucre, qui devient Sucrivoire. Toujours en 1997, Sifca devient premier exportateur mondial de cacao. Puis, en 1999, la Keistab est démantelée. Et devine ce que Sifka fait cette année-là? Sifka vend ses activités cacao, juste avant l'effondrement des cours. Elle se reconvertit vers l'huile de palme, l'EVA et le sucre, les secteurs qu'elle avait rachetés à l'État 2 ans plus tôt. Coïncidence? Personne ne peut le prouver, mais c'est un timing extraordinaire. Comment Sifka savait-elle qu'il fallait sortir du cacao juste avant l'effondrement? Qui informait qui? Quand? Comment? 5e acte. Les promesses du Fonds monétaire international. Quand le Fonds monétaire international a imposé le démantèlement de la Keistab en 1999, il avait fait des promesses. Première promesse, les paysans gagneraient plus grâce à la libéralisation. Sans intermédiaires étatiques, disait-on, les paysans auraient une plus grande part du prix mondial. Deuxième promesse, la concurrence ferait baisser les coûts et augmenter les revenus. Plusieurs acheteurs, disait-on, feraient monter les enchères en faveur des producteurs. Troisième promesse, l'économie ivoirienne deviendrait plus compétitive et attirerait des investissements étrangers massifs. 25 ans plus tard, regardons les résultats. 6e acte, la réalité du paysan à 6%. En 2024, le cours mondial du cacao a atteint un record historique. Entre 10 et 12 $ le kilo. Combien touche le paysan ivoirien? Environ 3,10 $ le kilo, soit 2200 francs CFA. Où sont passés les 7 à 9 $ restants? Ils vont à des intermédiaires, presque tous étrangers. Cargill, entreprise américaine. Barry Callebaut, entreprise suisse. Olam, entreprise de Singapour. Wilmar, entreprise de Singapour. Et le paysan ivoirien, dans le prix final d'une tablette de chocolat en supermarché européen, il touche environ 6% de la valeur. 6% pour un produit dont la Côte d'Ivoire fournit 45% de la production mondiale. Et les infrastructures? Elles se dégradent. Les routes qui menaient aux zones cacaoyères sont abandonnées. Les écoles rurales manquent d'enseignants. Les hôpitaux régionaux sont vétustes. Parce que la Keistab qui finançait tout ça avec les surplus du cacao n'existe plus. Aujourd'hui, on essaye de compenser. En 2011, le président Alassane Ouattara crée le Conseil du café cacao. Le Conseil du café cacao annonce chaque année un prix garanti aux paysans. Mais ce prix reste très inférieur au cours mondial. Et c'est ici que se joue le paradoxe. Si la filière est libéralisée depuis 1999, pourquoi l'État fixe encore un prix? Si l'État fixe encore un prix, où est la libéralie? La vérité, c'est qu'on est dans un hybride. Ni libre, ni régulé. Un système qui protège les intermédiaires étrangers, tout en laissant le paysan penser. 7e acte, le parallèle vietnamien. Maintenant, regardons ce qu'a fait un autre pays, le Vietnam. En 1986, le Vietnam était plus pauvre que la Côte d'Ivoire. Guerre récente, embargo américain, aucune expérience de l'économie de marché. Mais le Vietnam a fait un choix. Oui à l'ouverture économique. Non à la privatisation des secteurs stratégiques. L'agriculture, notamment le riz, reste sous contrôle étatique. Résultat, aujourd'hui, en 2025, le Vietnam est le 2e exportateur mondial de riz. Ses paysans ne meurent pas en mer. Ses infrastructures se modernisent. Sa diaspora revient investir dans le pays. Et nous? Nous avons privatisé notre cacao, notre eau, notre électricité. Nos infrastructures se dégradent. Nos jeunes meurent en Méditerranée pour fuir la pauvre. Ce n'est pas le hasard, c'est un choix économique. Le Vietnam a gardé le contrôle. Nous avons abandonné. Ils investissent. Nous exportons brut. Ils s'enrichissent. Nous nous appauvrissons. 8e acte. Que devons-nous faire? Attention, je ne dis pas qu'il faut retourner à la Keistab de 1995. Ce système avait ses défauts. Corruption, opacité, autoritarisme. Mais il se dit qu'il faut se poser des questions. Est-ce qu'on peut créer une Keistab moderne? Transparente, démocratique, contrôlée par les coopératives de paysans Elmi.
Est-ce qu'on peut renégocier les concessions avec les multinationales, comme l'a fait le Ghana en 2024 pour son cacao? Comme l'a fait la Zambie pour son cuivre? Est-ce qu'on peut transformer le cacao sur place, au lieu de l'exporter brut vers l'Europe qui le transforme en chocolat? La Côte d'Ivoire produit 45% du cacao mondial, mais elle ne produit que 2% du chocolat mondial. Le Ghana a lancé un programme ambitieux, le Cameroun aussi, pourquoi pas nous? Est-ce qu'on peut créer des coopératives paysannes puissantes, comme les coopératives kenyanes du thé qui négocient directement les prix mondiaux, comme les coopératives éthiopiennes du café qui labellisent leurs origines? Est-ce qu'on peut éduquer nos enfants à produire, pas seulement à consommer? Créer des filières techniques agricoles, former des ingénieurs agronomes ivoiriens, redonner de la fierté au travail de la terre. 9e acte, la question finale. Le cacao ivoirien, c'est plus qu'une matière première. C'est le sang de notre pays. C'est le travail de 4 à 5 millions de paysans ivoiriens. C'est le fondement du miracle ivoirien. Et pourtant, aujourd'hui, ce sont Cargill, Barry Callebaut, Olam et Wilmar qui décident du prix. Ce sont Nestlé, Ferrero et Mondelez qui empochent les profits. Ce sont les enfants européens qui mangent le chocolat. Et les enfants ivoiriens qui rêvent de partir. Alors je te pose la question. Est-ce que la vraie souveraineté pour un pays africain, ce n'est pas de reprendre le contrôle de ses propres richesses? Pas dans les discours, dans les faits. Est-ce qu'on peut être fier d'un pays qui produit 45% du cacao mondial et dont les paysans vivent avec moins de 2 $ par jour? Le cacao a fait la richesse de la Suisse, de la Belgique, de la France. Il pourrait faire la richesse de la Côte d'Ivoire. Mais seulement si on décide enfin de reprendre ce qui nous appartient. Avant de partir, je te pose une dernière question. Si tu avais le pouvoir, demain, de changer une seule chose dans la filière cacao ivoirienne, qu'est-ce que tu changerais en premier? Le prix garanti, la transformation locale, les coopératives, la transparence? Réponds en commentaire. Dis-moi ce que toi tu en penses. Et si cet épisode t'a interpellé, partage-le. Surtout à un paysan qui vit dans les zones cacaoyères. Surtout à un jeune qui rêve de partir en Europe. Surtout à un panafricaniste qui parle de souveraineté, mais ne comprend pas d'où elle doit venir. Le cacao ivoirien nous a été volé. Il est temps de le reprendre. C'était Tommy Lapoisse. La vérité dérange, mais la question libère. À très bientôt.